This meeting is being recorded. Donc, je suis doctorant en troisième année sous la direction de Big Dao et Christelle Vrin à l'Université d'Orléans et de Semir Loudny à l'IMT Atlantique. Donc, je vais vous présenter un travail qu'on a publié l'année dernière à la conférence CP donc, sur le clustering sous contrainte en intégrant l'utilisateur dans le processus. Donc, je vais commencer par présenter un peu le problème qu'on s'est proposé de résoudre. Donc le clustering, pour revenir rapidement, c'est une tâche qui consiste à grouper des données en groupes aussi homogènes et séparés que possible. Dans le clustering sous contrainte, qui est du coup un sous-domaine, on accepte en plus de recevoir des informations supplémentaires qui sont accessibles, qui nous sont données par un utilisateur ou qu'on a à côté des données qu'on veut grouper. Donc par exemple, sur le nombre de clusters qu'on va avoir, sur la taille, sur le fait que des points doivent être ensemble ou pas, par exemple, différents types d'informations qu'on peut représenter par des contraintes. Sauf que la plupart des algorithmes de clustering sous contrainte partent du principe que l'utilisateur est capable de fournir toutes les informations qui sont nécessaires pour obtenir la partition qu'il désire en une seule fois, et du coup sans calculer. Ce qui, en pratique, est assez peu réaliste, surtout dans des applications complexes, avec des domaines de connaissances qui sont compliqués, où il y a assez peu d'experts. Ça peut pas vraiment marcher. Donc ce qu'on propose à la place, c'est un contexte où on va plutôt présenter à l'utilisateur une partition déjà existante, pour lui proposer de réagir à cette partition, d'identifier des erreurs par rapport à ce qu'il souhaite avoir, et du coup nous donner des contraintes à partir de ça. Donc c'est une approche itérative où on va à chaque étape présenter une partition, l'utilisateur va la critiquer et ajouter des contraintes jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Donc pour schématiser un peu tout ça, on part du coup d'un jeu de données qu'on veut partitionner. Donc on fait une première partition avec un algorithme de clustering classique, n'importe lequel. Ça nous donne une partition initiale. À partir de là, on demande à l'utilisateur si cette partition le satisfait ou pas. A priori, pour la première fois, il va passer à satisfait. Si c'est le cas, on arrête, on a une partition finale, mais dans le cas contraire, on récupère de nouvelles contraintes qu'on utilise ensuite pour modifier la partition existante. Et du coup, ça boucle le processus. On redemande à l'utilisateur s'il est satisfait, et ainsi de suite, jusqu'à satisfaction. Donc ça, c'est le principe. On a identifié 3 défis différents pour que ce processus fonctionne bien, qu'il soit efficace et que l'utilisateur ait envie d'y participer. Donc le premier, c'est évidemment le temps d'exécution. On ne veut pas que l'utilisateur doive attendre trop longtemps entre 10 itérations ou à une étape particulière, sinon il va arrêter de vouloir s'impliquer dans le processus. Le deuxième, c'est l'exploitation efficace des contraintes, puisqu'on ne veut pas poser beaucoup de questions à l'utilisateur. Toujours pareil pour éviter qu'il arrête de s'impliquer dans le processus. Donc quand on a le peu de contraintes qu'on a, il faut les exploiter aussi efficacement que possible. Et le dernier aspect, qui a été assez peu exploré dans la littérature, c'est le fait de préserver une certaine similarité entre les partitions pendant le processus, pour faire en sorte que l'utilisateur puisse comprendre ce qui se passe, que d'une partition à une autre, il y ait une certaine continuité. Donc tout ça nous amène du coup au cadre qu'on a développé, qu'on appelle Incremental and Active Clustering, IAC pour aller plus vite. Donc ce qui change par rapport au schéma d'avant, du coup, c'est qu'on sépare la partie de collection de contraintes, on précise un peu. Donc on considère le cas où l'utilisateur peut donner des contraintes, à ce moment-là, il nous les donne directement, il n'y a pas de problème, mais il se peut que même avec la partition sur laquelle il peut réagir, l'utilisateur n'a pas d'idée de contrainte à donner. Et du coup, à ce moment-là, on a recours au clustering actif, c'est-à-dire un algorithme qui va sélectionner des points qui ont l'air intéressants pour proposer des contraintes. Et du coup, l'utilisateur a juste à valider ou refuser ces contraintes. Et du coup, comme ça, dans tous les cas, on peut récupérer des contraintes, que l'utilisateur puisse en donner ou pas de lui-même. Donc, dans la suite de la présentation, je vais me concentrer du coup sur les 2 aspects importants de la contribution. Donc, le premier,
c'est le modèle qu'on utilise pour modifier la partition existante, qu'on va utiliser pour améliorer, pour maintenir la similarité entre les différentes partitions qui sont obtenues. Et l'autre aspect, c'est la partie active, donc l'utilisation d'un algorithme pour améliorer la qualité des contraintes, donc pour sélectionner des bonnes contraintes qui vont pouvoir améliorer efficacement la qualité de la partition et se rapprocher vite de ce que recherche l'utilisateur. Donc, on pose le problème qu'on veut résoudre, donc pour la modification de clustering, donc c'est ce qu'on appelle la modification minimale pondérée de clustering. Donc, on va entrer notre jeu de données, la partition existante, et un ensemble de contraintes utilisateurs qui ont été récupérées. Et ce qu'on veut à la fin, c'est une autre partition qui satisfait toutes les contraintes qu'on a, tout en restant aussi similaire que possible à la partition en entrée. Et donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que notre modèle, on peut le faire fonctionner seulement sur les points qui sont soumis aux contraintes, et pas sur tous les points. Ce qui, déjà, a un avantage par rapport aux méthodes classiques qui, à chaque fois qu'on ajoute des contraintes, nécessitent de tout recalculer, et donc de refaire des calculs de faire beaucoup de calculs redondants. Là, ici, on a juste besoin de faire quelques calculs sur les points qui ont été soumis à des contraintes, donc on gagne en rapidité. Donc, pour décrire plus précisément, on a développé un modèle de programmation par contrainte, où on représente la nouvelle partition par des variables, donc autant de variables que de points soumis à des contraintes. Chaque variable a un domaine qui correspond au nombre de clusters qui existent, donc entre 1 et k, le nombre de clusters. Et donc, affecter une valeur à une variable ici, c'est dire qu'un point, une instance, doit faire partie d'un cluster donné. Et donc tout ça peut nous donner évidemment beaucoup de solutions. Donc on utilise une fonction objectif pour guider le solver vers une partition en particulier, celle qui va minimiser les modifications. Et donc pour ça, la fonction objectif est assez simple. On regarde pour chaque point s'il a été modifié, et si oui, on va ajouter la distance du point à un représentant. Donc je vais expliquer après comment on calcule les représentants, un représentant de cluster. Et du coup, l'idée de cette fonction objectif, c'est que l'affectation d'un point à un cluster n'est modifiée que si c'est nécessaire pour satisfaire une contrainte, et que les modifications se fassent vers le cluster le plus proche qui permet de satisfaire la contrainte. Les contraintes, justement, donc, les contraintes qu'on utilise ici, c'est des contraintes surtout sur les instances ou à la limite sur des groupes d'instances, des groupes de points. Donc on a les contraintes très classiques, les must-link cannot link, donc dire que deux points doivent être groupés ensemble ou séparément. Donc ça, c'est des équivalences de variables, c'est assez simple. Ensuite, on a les contraintes triplées, donc, qui concernent 3 points, où on va dire qu'un point est plus similaire à un autre point qu'à un troisième. Et donc, si on a une information sur le lien entre deux de ces 3 points, on peut en dériver une information sur le troisième point. Et enfin, le dernier grand type de contraintes qu'on utilise, ce sont les contraintes qu'on appelle span limited, que je vais développer plus tard aussi, donc qui s'appliquent sur des groupes de contraintes. Et enfin, on peut utiliser des combinaisons de contraintes must-link cannot link dans notre modèle. Et toutes ces contraintes peuvent être relâchées en les réifiant. Donc, ce qui peut permettre soit de résoudre des conflits s'il y a eu des erreurs dans ce que nous a donné l'utilisateur, par exemple, s'il nous a donné, sans faire exprès, des contraintes qui se contredisent, ou si on veut filtrer des contraintes qui demandent de grosses modifications, par exemple. Donc ça, on peut le faire grâce à la programmation par contrainte. Donc, pour revenir à la fonction objectif et au calcul de la matrice de distance, donc des distances qu'on utilise, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule ce qu'on appelle un ensemble d'encres pour chaque cluster. C'est un sous-ensemble des points de ce cluster qui représente un peu sa structure. Donc pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on pourrait tout simplement utiliser des centroïdes ou les médoïdes des clusters, mais le problème de ça, qui est assez connu, hein, c'est que du coup les modifications vont se faire comme si tous les clusters étaient sphériques.
Et du coup, si on veut éviter ça, il faut qu'on ait un peu plus de points, voilà, pour mieux représenter la structure et justement pouvoir faire des modifications qui prennent en compte les structures des clusters. Donc, on calcule cet ensemble d'angles. Donc, je vous ai donné 2 exemples avec du coup un paramètre de notre méthode qui va être le paramètre alpha, qui représente le nombre de points qu'on va utiliser comme encre du cluster. Donc, vous avez 2 exemples avec du coup 5% d'encre, donc 5% de points par cluster qui sont utilisés pour faire les encres, et avec 20%. Et du coup, donc c'est un paramètre qui varie entre 0 et 1, entre 0% et 100%. À 0%, on utilise les méthoïdes, et à 100%, on utilise tous les points comme des encres. Et donc, une fois qu'on a ces encres, on va utiliser la distance de chaque point à la planche encre de chaque cluster, et on va au total qu'on va utiliser pour la fonction objectif. Donc, des différents points peuvent utiliser les différentes encres pour calculer leur distance, et du coup, c'est ça qui permet de mieux représenter et de mieux faire les modifications par rapport aux structures des clusters de la partition. L'autre mécanisme qu'on a mis en place, c'est pour pallier la trop grande efficacité de notre modèle pour minimiser les modifications, c'est-à-dire que ça marche très bien, mais du coup, si on le laisse fonctionner comme ça tout seul, il va faire très très peu de modifications, ce qui veut dire qu'il va falloir itérer très longtemps. Donc, pour contrebalancer un peu ça, on propose d'essayer de propager les modifications, de généraliser aux points alentours, donc en calculant des super points. Et pour faire ça, donc on divise chaque cluster en plus petits groupes, en sous-clusters finalement, avec le clustering hiérarchique. On calcule les centroïdes de ces groupes, qu'on utilise comme les superpoints qui représentent les sous-clusters. Et c'est ces superpoints qu'on va utiliser dans le modèle. Et donc l'idée, elle est assez simple, c'est que si un superpoint est modifié par le modèle, alors tous les points qui se trouvent, qui sont représentés par ce superpoint, sont modifiés aussi. Et donc ça permet de généraliser des modifications d'une instance ou d'un point à ses voisins. Donc ça représente aussi l'idée que quand l'utilisateur donne une contrainte entre deux points, il peut arriver, c'est même assez fréquent, qu'il ne veut pas spécifiquement que la contrainte s'applique sur ces deux points exactement, mais sur les régions alentours. Donc ça permet d'éviter d'avoir à poser beaucoup de contraintes pour représenter ça. Et donc tout ça nous introduit un nouveau paramètre, un deuxième, donc on va appeler bêta, qui est la proportion de superinstances par cluster qui sont générées. Donc à 100%, chaque point est une superinstance, donc finalement il n'y a pas de généralisation. Et plus on diminue la valeur du paramètre, plus il se rapproche de 0, plus les superinstances vont être grosses. Et donc plus la généralisation va être grande. Voilà. Et donc pour terminer sur du coup le modèle, donc le troisième type de contrainte qu'on utilise, donc c'est les span limited constraints, je vais les présenter rapidement. Donc l'idée de ces contraintes, c'est qu'il y a des points, on ne sait pas trop où on veut les mettre, mais on peut éliminer certains clusters du choix de la section de cluster auquel ce point peut arriver. Donc je donne l'exemple d'une image d'un chiffre, et on peut se demander si cette image est un 4, ou si ça peut être aussi un 6 qui est un peu mal écrit, un peu couché. Donc à ce moment-là, par contre, ça peut être un de ces deux-là, par contre, on sait très bien que ça peut pas être un 1, a priori, ça peut pas être un 8, etc. Donc avec ces contraintes-là, on peut représenter le fait que des groupes de points, on sait qu'on doit les affecter à un sous-ensemble de tous les clusters, ou qu'on peut les affecter à un certain nombre maximal de clusters qui est inférieur au nombre total. Donc ça, on peut le représenter avec des contraintes globales, du coup. Donc pour la version que j'appelle spécifique, où on connaît le sous-ensemble de clusters, il suffit de compter pour les clusters dans le sous-ensemble, s'assurer qu'il y ait au moins un point de chaque du coup, pour ce sous-ensemble, et que pour tous les points en dehors du sous-ensemble défini, il ne doit pas y avoir de points qui y soient affectés. Et pour la version générique, on utilise du coup le paramètre gamma, donc qui est le nombre maximum, et du coup on s'assure que parmi tous les points du groupe qui sont soumis à la contrainte,
on trouve au plus gamma affectation possible, enfin gamma affectation des points, et donc que ça ne dépasse pas le paramètre qu'on a donné. Donc maintenant, pour la partie sélection de contraintes, donc là, on a utilisé, pour résumer le problème, l'idée, du coup, c'est toujours avec un jeu de données et une partition. Donc ici, on utilise une partition, après, c'est optionnel, mais à partir de ça, on veut obtenir un ensemble de contraintes qui sont informatives pour les utiliser ensuite dans la modification. Donc, dans notre cadre, on peut utiliser n'importe quel algorithme existant tant qu'il correspond à il a les bons inputs et outputs finalement. Nous, dans nos expériences, on a utilisé l'algorithme NPU, donc qui est un algorithme qui construit ce qu'on appelle des voisinages, qui sont un peu des embryons des clusters que l'utilisateur veut obtenir, donc construit au fur et à mesure. Donc pour donner rapidement l'idée, le principe c'est de commencer par choisir un point aléatoire qui va nous donner notre premier voisinage. Ensuite, on va calculer dans les données le point qu'on considère comme étant le plus informatif. Donc ici, ça va être l'idée de NPU, j'ai l'algorithme entier, mais là je le fais rapidement. On pourra peut-être en parler plus tard si vous voulez. Et donc l'idée c'est de récupérer du coup un point, de calculer des distributions de probabilité pour chaque point, et du coup de chercher un point qui a une distribution à peu près équiprobable, donc qui a à peu près autant de chances estimées d'appartenir à tous les clusters. Parce que du coup on se dit que si on demande à l'expert ce qu'il en pense, ça va toujours être intéressant de lui demander finalement. Donc on récupère ce point informatif, on pose des requêtes à l'utilisateur entre ce point et tous les voisinages existants, jusqu'à ce qu'on sache où le mettre, ou si on le met dans un nouveau voisinage. Et on fait ça jusqu'à ce que notre budget de requête, donc la limite de questions qu'on peut poser à l'utilisateur, soit atteinte. Et cet ensemble de voisinages, dans notre méthode, dans IAC, on le garde à travers les itérations, donc on commence avec rien, et puis à chaque nouvelle itération, on prend le voisinage qui a été construit à l'étape d'avant, et puis on lui rajoute des points au fur et à mesure. Et c'est grâce à ça que du coup qu'on peut récupérer des contraintes machine cannot link, puisque à partir d'un voisinage, on sait que tous les points dans le même voisinage sont reliés par des contraintes machine cannot link, et que tous les points de différents voisinages sont reliés par des contraintes cannot link. Donc, comme vous avez l'illustration en bas à gauche, donc les contraintes machine link en rouge, les contraintes cannot link en bleu pointillé. Voilà. Donc pour donner un exemple, voilà, il y a un exemple de fonctionnement. Donc là, vous avez du coup un jeu de données très simple. Hein. On voit très bien quels sont les 3 clusters qu'on devrait avoir, mais K-means n'arrive pas à les retrouver, puisque il fait des clusters sphériques et qu'on a 2 clusters rectangulaires. Et avec notre méthode, donc, on peut itérer plusieurs fois, faire des petites modifications, et ainsi de suite. En plus, on peut très bien voir comment les modifications se font et comment on améliore la partition jusqu'à obtenir le clustering parfait. Voilà pour donner un exemple. Donc, ça conclut aussi la présentation de la méthode. Donc maintenant, j'ai passé à la partie expérience. Donc, on a implémenté tout ça en Python avec une librairie spécialisée pour la programmation par contrainte. On a implémenté le modèle du coup dans la librairie CPMPy. Et on utilise comme solver, donc un solver connu de RTools qui s'appelle CPSat. On a fait les expériences sur 16 jeux de données, donc, qui vont de très petite taille jusqu'à 60 000 points. Et pour chaque jeu de données, donc, il a déjà un étiquetage connu, donc, une vérité terrain, qu'on va utiliser comme oracle. Du coup, quand on va poser des questions avec la partie clustering actif, on va utiliser la vérité terrain pour répondre aux questions. Et on va essayer d'atteindre cette vérité terrain au cours du processus. On mesure l'efficacité de notre méthode et des compétiteurs avec 3 métriques. Donc l'indice de rang ajusté qui compare les affectations des points entre les clusters, enfin de paires de points, qui regarde combien de points sont dans le même cluster dans les 2 partitions ou dans des clusters différents, etc. L'information mutuelle entre 2 partitions, donc qui est une mesure du coup d'entropie finalement entre les 2 partitions. Et enfin, donc l'indice de Fox-Mallows,
qui consiste à prendre une partition comme étant la vérité terrain de l'autre, donc ce qui dans nos cas nous arrange bien, et d'ensuite calculer du coup le taux de vrai positif, vrai positif, faux positif, faux négatif, etc. Et de calculer un indice à partir de ça. Et tout ça, on s'en sert du coup pour calculer des valeurs qui correspondent à nos 3 challenges, donc la qualité de la partition, à quel point on l'améliore, on se rapproche de la vérité terrain, la similarité entre les partitions au cours de processus et le temps de calcul. Et pour toutes ces expériences, on a fait des moyennes sur 90 essais. Et donc encore, pour continuer sur la méthodologie, pour valider les résultats expérimentaux, on a eu recours à l'analyse bayésienne, à l'inférence bayésienne plutôt, en utilisant un modèle d'inférence hiérarchique. Donc l'idée, ça va être pour chaque jeu de données, représenter les informations qu'on a du coup par un modèle et de les représenter, de les associer ensuite du coup dans une hiérarchie et de ensuite compiler toutes ces informations en un modèle général du coup qui va représenter la croyance qu'on a dans les résultats tout en prenant en compte les différences entre chaque jeu de données. Et pour expliquer plus simplement l'idée de l'inférence bayésienne et de pourquoi c'est intéressant, l'idée c'est de modéliser nos croyances antérieures, de modéliser l'hypothèse nulle dans un modèle qui représentait notre croyance antérieure. Donc ici, l'hypothèse nulle, c'est que quand on va faire des comparaisons entre les méthodes, que tous les résultats sont uniquement dus au hasard, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence vraiment entre les méthodes. Donc le modèle de croyance antérieure, il va représenter du coup à peu près l'équiprobabilité entre les deux méthodes. On va avoir une fonction qui va représenter nos résultats expérimentaux, et en combinant les deux du coup avec la formule de Bayes, on obtient une distribution de croyances postérieures. Donc après, en combinant notre modèle antérieur et les résultats expérimentaux. Et donc ça représente, est-ce qu'on peut toujours croire à l'hypothèse nulle, sachant les résultats expérimentaux qu'on a eus? Et donc tout ça permet quoi au final? Pourquoi on s'en met à faire ça? Parce qu'une fois qu'on a ce modèle, on peut l'échantillonner du coup par une méthode de Monte-Carlo pour voir si finalement, si on répétait les expériences qu'on a menées un grand nombre de fois, quel résultat on aurait au final. Donc on aurait toute une distribution de résultats, plus ou moins bons pour l'un ou pour l'autre, et à partir de là, on peut calculer une probabilité qu'une méthode soit meilleure que l'autre. Voilà, pour expliquer un peu le principe. Et donc, quelles mesures on utilise pour faire cette analyse? Dans notre cadre expérimental, du coup, qui est un cadre itératif, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une partition de K-means, et on va essayer de l'améliorer et de la faire se rapprocher de la vérité terrain sur 10 itérations. Et à chaque itération, on va poser 10 questions à l'utilisateur, avec le clustering actif. Et après qu'on a fait ça, on modifie la partition avec notre méthode, ou alors pour les compétiteurs, donc ici COP-K-means, PC-K-means et MPC-K-means, pour ces méthodes-là, on va tout simplement recalculer toute la partition. Et pour chacune des méthodes, on va comparer le fait de sélectionner aléatoirement les contraintes et l'utilisation de NPU, du coup, en clustering actif. Et donc, avec tout ça, je vous donne les résultats qu'on obtient sur une run sur un jeu de données. Donc, vous avez à gauche l'évolution de ce qu'on a, du coup, la qualité. Donc, à quel point on se rapproche de la vérité terrain au fur et à mesure. Donc, en partant de la partition qu'on voit tout à gauche, la partition de K-means, et du coup, l'amélioration au fur et à mesure du nombre de requêtes. Et à droite, la même évolution, mais pour la similarité, c'est-à-dire qu'à chaque point représente la similarité avec la partition qui se trouve avant elle, toujours dans le processus. Donc là, on veut faire en sorte que la similarité soit aussi proche de 1 que possible à chaque étape, bien sûr. Et donc, pour quantifier finalement tout le processus, c'est assez simple. On peut calculer l'aire sous la courbe de chaque méthode.
Et donc, plus on améliore vite la qualité, ou plus on reste avec une similarité, une grande similarité, plus cette valeur va être proche de 1, et plus ça veut dire que les résultats sont bons. Et donc, c'est ça qu'on utilise pour faire l'inférence bayésienne, ces deux valeurs-là, donc la UBC sur la qualité et la UBC sur la similarité, pour chacune des trois métriques que j'ai montrées, donc l'ARI, l'AMI et le FMI. Donc la première expérience qu'on a menée, c'est pour déterminer des valeurs intéressantes de IAC utilisées, donc les paramètres alpha et bêta que j'avais présentés. Donc on a testé 12 configurations, donc, comme vous pouvez voir en bas à droite, donc avec différentes valeurs de alpha et de bêta. Et donc ce qu'on a fait, c'est que du coup avec l'inférence bayésienne, on a compté combien de fois la probabilité d'une configuration était meilleure qu'une autre. Du coup, en comparaison, pour chaque configuration, on l'a fait, comment dire, on la compare à chacune aux autres configurations. Et on fait ça, du coup, pour la similarité et pour la qualité, sur les trois métriques. Et du coup, ça nous donne ce que vous avez là. Donc, on compte le nombre de victoires. Et du coup, ce qu'on observe, c'est qu'il y a trois configurations qui se retrouvent tout le temps sur le fond de Pareto, donc qui sont dominantes d'un côté, de l'autre ou des deux. Et en particulier, donc, il y en a une qu'on finit par conserver, qui est celle, du coup, de dire donc 20% des encres par cluster pour le paramètre A et 30% des superinstances par cluster pour le paramètre B, puisque ça fait un compromis entre la qualité et la similarité. Donc voilà comment on a sélectionné les paramètres, donc c'est ce qu'on utilisera dans la suite. On a aussi mesuré du coup l'efficacité en termes de temps de calcul de notre modèle, selon différents types de contraintes qui sont utilisables, qui sont intégrables. Donc on a utilisé du coup soit tester que des Moslink Cannot Link, soit des triplés, différents types de Moslink Link, des mélanges de Moslink Cannot Link et de triplés, et des mélanges de tout. Et ce qu'on observe globalement, c'est que tant qu'on reste entre 10 et 100 contraintes par modification, on arrive à faire des modifications en quelques secondes, voire une dizaine de secondes maximum. Et que bon, le temps de calcul commence à être grand au bout de milliers de contraintes. Mais il faut rappeler que notre cadre, c'est l'interaction avec un utilisateur avec assez peu de contraintes. Donc tant qu'on reste entre 10 et 100, donc ce qui correspond à peu près à notre cas d'utilisation finalement, du coup, le modèle est assez efficace. Donc ensuite, l'avant-dernière grande expérience que je vais montrer, c'est la comparaison avec l'état de l'art. Donc où là, vous pouvez voir donc, les résultats de l'inférence en comparant du coup notre méthode aux compétiteurs sur la qualité en haut. Donc ce que vous pouvez voir en fait, c'est des simplex où on a d'un côté en bas à gauche la probabilité que notre méthode soit meilleure, en bas à droite la probabilité que le compétiteur soit meilleur, et en haut la probabilité qu'il y ait une équivalence à 1% près. Et chaque point qui se trouve sur le simplex, c'est du coup un échantillonnage de la distribution postérieure qu'on a calculée, comme j'expliquais précédemment. Et donc on peut voir que, quel que soit le compétiteur, la plupart des points échantillonnés, ils se trouvent du côté plutôt de notre méthode, donc on a une grande probabilité, si on faisait beaucoup d'expériences, que notre méthode soit meilleure que les compétiteurs, avec des probabilités qui changent. Donc on a au mieux 89% de chances que notre méthode soit meilleure contre Copcamins et PC-Camins, et contre MPC-Camins, on tombe à 89% de chance. Et donc ça, c'est le premier résultat qu'on peut voir. Donc je montre ça pour l'ARI, mais on a à peu près les mêmes résultats pour les autres, et pour la qualité, pour la similarité, c'est à peu près similaire. Et l'autre résultat intéressant qu'on peut voir, c'est que quand on compare notre méthode avec la sélection aléatoire ou avec NPU, sur la similarité, on se rend compte qu'il y a visiblement une bonne probabilité que la similarité soit meilleure quand on utilise NPU que quand on sélectionne juste les contraintes aléatoirement. Donc c'est assez intéressant parce qu'a priori, NPU, on voulait s'en servir, enfin le clustering actif en général, on voulait s'en servir pour améliorer la qualité. Et finalement, on voit que ça a aussi visiblement un effet sur la similarité entre les partitions.
Voilà. Et donc pour finir, ah non, il y a encore cette expérience. Donc on a aussi calculé du coup évidemment le temps de calcul de notre méthode par rapport aux compétiteurs. Et donc on voit qu'on est à peu près soit sur un temps de calcul qui est similaire ou qui commence à devenir meilleur sur des grands jeux de données. Et surtout qu'au final, le facteur limitant, c'est la partie clustering actif, parce que comme on peut voir sur les deux plus gros jeux de données, on a pu avoir des résultats, quel que soit le compétiteur, que en utilisant la sélection aléatoire de contraintes. Et même, voilà. Surtout pour notre méthode, c'est plutôt la partie clustering actif qui contribue le plus au temps de calcul total, plutôt que la partie modèle. Et enfin, donc, je présentais une application en lien avec le projet ANR dans lequel se déroule ma thèse, donc le projet RL. Donc l'idée, c'est d'utiliser le clustering sur contrainte et de l'appliquer aux séries d'images, aux séries temporelles d'images satellites pour essayer de détecter du coup des motifs d'évolution temporelle du coup, dans ces séries d'images satellites qui sont difficiles à trouver sans experts sur les données. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur un cadre où on inclut l'expert dans le processus pour nous donner des contraintes. Donc le cas d'étude, il consiste à 243 000 séries temporelles d'images satellites, donc avec 11 images satellites, donc 11 dates différentes sur 3 ans. Donc c'est une image d'une zone des Vosges, si je me souviens bien, et où on a une annotation des experts qui nous ont délimité plusieurs zones où se trouvent des coupes de bois, c'est-à-dire des endroits où pendant la série temporelle, il y a des zones de forêt qui sont déboisées et qui repoussent ensuite au cours de la série temporelle. Et donc, donc par rapport à ça, on a un ensemble de 80 contraintes, le must-link and not-link, notamment sur 2 zones en particulier de déboisage, qui nous ont du coup été données par des annotateurs humains. Donc on va essayer de s'en servir du coup pour améliorer le class, pour résoudre un problème de clustering en utilisant ces contraintes et en utilisant notre méthode. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé tout le jeu de données en 15 clusters. On a pris le cluster qui contenait le plus de points de coupe de bois, donc on va récupérer. Et ensuite, du coup, notre objectif, c'est de transformer ça en problème binaire. Donc on a notre cluster qui contient le plus de coupe de bois et le reste. Et on veut que tous les points de coupe de bois qui ne se trouvent pas dans notre cluster soient déplacés dans le bon cluster, dans le cluster qui contient déjà un maximum. Donc concrètement, sur l'image, j'ai zoomé sur les 2 zones de coupe de bois où on a des contraintes, puisque du coup c'est seulement elles qu'on pourra modifier, puisqu'on fonctionne que sur les points qui sont soumis à des contraintes. Et donc vous avez en vert tous les points de coupe de bois qui sont déjà dans le bon cluster, il n'y a pas de problème, et en jaune les points qu'on va récupérer, donc qui sont dans le cluster avec le reste. Et donc on veut les rapatrier un peu dans le cluster. Et donc quand on fait la modification, donc on arrive du coup à l'image du bas, où on peut voir clairement qu'on a récupéré une bonne partie, plus de la moitié, de la zone qui était quasiment pas couverte, la zone de gauche qui était assez peu couverte par le cluster. Donc ça, on l'a fait très rapidement en quelques secondes. Le problème qu'on a eu, c'est plutôt pour la généralisation, parce que le calcul des superpoints était très long, donc on n'a pas pu généraliser ici. Donc ça a été fait simplement en respectant toutes les contraintes, sans généraliser du tout. Donc on imagine que si on pouvait généraliser rapidement, on pourrait même couvrir toute la zone de gauche au prix d'un temps de calcul un peu plus élevé, évidemment. Mais donc c'est assez encourageant. Et donc ça m'amène à ma conclusion. Donc je vous ai présenté du coup un cadre pour le clustering incrémental sous contrainte, avec un modèle qui va résoudre en particulier le problème de modification minimale de clustering, qui peut utiliser différents types connus de contraintes sur des instances ou sur des groupes de points. Et les expériences nous montrent qu'on arrive à être plus efficace en termes de temps de calcul, à converger plus vite que la vérité terrain que les compétiteurs, et tout en restant plus similaire. On voit que le facteur limitant, c'est
la partie clustering active. Donc, ça nous pousse à essayer de développer une méthode de clustering actif qui soit plus efficace sur cet aspect-là, et qui permettent aussi, puisqu'on est avec un utilisateur, d'intégrer des connaissances de plus haut niveau que simplement des relations entre des points, voilà, des machine cannot link, par exemple. D'essayer d'intégrer des connaissances plus intéressantes que ça, de plus haut niveau, qui parlent plus à l'expert finalement, dans notre méthode, pour toujours améliorer l'efficacité de notre méthode. Donc voilà pour la présentation. Merci pour votre attention. Du coup, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.